savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Isabelle. Bonjour Alex. On termine la semaine en beauté, toutes sortes d'actualités qui sont parues aujourd'hui. C'était le sommet, entre autres sur l'immigration à Montréal, ici, entre Québec, le fédéral et les autres provinces aussi, là, les représentants, les divers ministres de l'immigration qui étaient sur place pour parler. Je viens de divulgacher, d'immigration, tout justement. Mark Miller, donc le ministre fédéral, qui était présent avec Mme Fréchette, entre autres, et tous leurs homologues. Et là, on a eu quelques petites révélations tout à l'heure. Mme Fréchette parlait d'une bonne rencontre, mais il y a beaucoup de travail à faire encore. Puis c'était vraiment un ton qui était déjà entamé plus tôt cette semaine par François Legault, on se comprend, qui avait déjà réitéré une fois de plus. 560 000 immigrants temporaires. Au Québec. Au Québec seulement. Il dit, étonnez-vous pas qu'on n'ait pas de logement pour tout ce monde-là. Là. Ben oui, puis qu'on ait de la difficulté à fournir des services, qu'on ait de la difficulté à bien intégrer ces gens-là, qu'on ait de la difficulté à trouver des places en garderie, des places à l'école, des cours de francisation. C'était « Et c'est la faute du fédéral ». Et c'est la faute du fédéral, effectivement. Puis c'est même en imageant, j'ai beaucoup aimé l'image de M. Legault, là, parce que 560 000, c'est comme... c'est un chiffre, mais de dire c'est l'équivalent de toute la ville de Québec au complet qui s'est ajouté dans les derniers temps dans l'ensemble de la province. Ça fait du monde en maudit. Et là, même si on ne s'entend pas exactement sur ce chiffre-là de 560 000, là, Pablo Rodriguez, le ministre fédéral, lieutenant québécois aussi du gouvernement, qui a dit que les chiffres de M. Legault, c'était pas exactement la réalité, mais sur le fond, par contre, on s'entend, il y a trop d'immigration temporaire en ce moment au pays. Donc, une des choses qui était sur la table, entre autres, aujourd'hui, c'est de la redistribution de ces nouveaux arrivants, parce que c'est ça qui est difficile aussi. Là, les gens issus de l'immigration temporaire arrivent beaucoup plus au Québec que dans le reste du pays. Là. Ça inclut, entre autres, les demandeurs d'asile, les réfugiés et autres. Et là, proportionnellement, l'Ontario, par exemple, va recevoir à peu près son niveau de nouveaux arrivants comme ça. Le Québec, c'est comme 2 fois plus, si c'est pas clair, encore plus, que ce qu'on est censé pouvoir accueillir. Là. Donc, est-ce qu'on va être capable de redistribuer ces gens-là? Et surtout, on n'a pas l'argent qui devrait venir avec. C'est ça l'enjeu aussi. Et on n'a pas l'argent qui devrait venir avec. Parce qu'on fait le travail d'Ottawa, puis normalement, c'est prévu qu'Ottawa paye une partie de ses coûts-là. Après tout, c'est eux qui ont décidé de signer l'entente sur les tiers pays sûrs qui fait en sorte qu'on accueille comme ça ici des demandeurs d'asile. Donc, c'est un épineux sujet aussi, Isabelle, non seulement parce que c'est toujours sensible quand on parle de aussi, ça, puis parce que derrière les chiffres, il y a toujours des êtres humains. Puis les besoins sont réels, sont criants, sont pressants, autant dans le logement que tout ce qu'on vient de nommer. Mais quand même, c'est des gens derrière chaque chiffre. Il y a une personne, il y a une famille, il y a un être humain. Puis là, de les redistribuer dans le reste du pays, oui, c'est un bon souhait. C'est ce qu'il va falloir faire éventuellement. Mais de quelle manière tu fais ça? Tu peux pas juste remplir un avion puis décider de les parachuter un peu partout dans le pays. Mais je pense aussi, Alex, que là, on voit des immigrants qui, d'eux-mêmes, retournent d'où ils viennent. Parce qu'ils se rendent compte que ce qu'on leur a promis, ils l'ont pas véritablement sur le terrain ici. Et ça, je pense que ça montre aussi que, tu sais, on a beau se péter les bretelles, faire des campagnes pour aller convaincre des gens de venir immigrer ici, parce que même le Québec le fait, là, ils ont des missions pour aller convaincre des gens de venir, tu sais. Fait que François Legault, il se plaint, mais en même temps, il y a quand même des missions québécoises ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? Donc, c'est une excellente question. Qu'est-ce qu'on fait? C'était pour ça qu'on s'est assis aujourd'hui. Là, on verra qu'est-ce que... On a-tu abouti à quelque chose? Là, c'est pas clair pour l'instant. Là, on a juste entendu rapidement. Puis c'est ça, c'est pas fini tout à fait. On aura un peu plus d'informations plus tard. Tout savoir en 24 minutes. Du côté de Québec solidaire, aujourd'hui, on s'est enfargé, on va le dire de cette manière-là, du côté de la porte-parole par intérim, Mme Christine Labricot, porte-parole plutôt, qui était dans un point de presse aujourd'hui dans la ville de la circonscription qu'elle représente, à Sherbrooke, mêlée de presse, et là, se fait questionner sur son avenir politique. Et là, elle a répondu avec une phrase qui fait beaucoup d'écho avec une autre qu'on a entendue cette semaine dans la bouche d'un autre politicien bien connu, M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Énergie, parce que quand on lui a demandé si elle comptait terminer son mandat... Oui, c'est comme la question des journalistes cette semaine. Oui, pourquoi pas? C'est une question qu'on pose comme ça. Mais particulièrement dans une époque, un moment où on voit de plus en plus d'élus quitter en plein mandat, pas terminer ce pourquoi ils ont été élus complètement, la durée au complet. Et là, Mme Labrie a commencé à
gouvernement répond en disant tous les élus, vous savez, à tous les pays, tous les paliers doivent prendre des décisions difficiles. Je prends pas d'engagement que je suis pas certaine de pouvoir respecter. Je veux finir mon mandat, mais on sait jamais ce qui peut se passer, puis on sait pas si ma santé va me permettre d'aller là. Elle a fini par rectifier par la suite, là, puis on peut se comprendre que clairement, il y a des gens des communications du parti qui ont parlé dans le casque, comme on dit, qui ont dû dire, là, s'il te plaît, cette semaine, tu peux le temps de faire ça. La seule réponse que tu peux dire, c'est oui, j'ai l'intention de finir mon mandat. Oui. Prochaine question, merci. Oui, puis on se comprend. Si on a droit à des réponses comme celle-là cette semaine... Comme Fitzgibbon le disait, vous le saurez le matin même si jamais je finis pas. Ben voilà. Il est quand même assez... C'est au moins lui, avec sa façon assez raide de nous dire des affaires, il l'a quand même dit. Oui, puis Mario Dumont le dit souvent ici à l'émission, il dit toujours, regarde, en politique, là, jamais ils vont te dire, jamais personne dit, ouais, là, je vais partir avant. Mais non, c'est ça. C'est exactement ce que M. Fitzgibbon fait. Ouais. Ça va être le matin même. Donc, mais c'est quand même une perspective. C'est fascinant. C'est une question de journaliste qui va à la pêche, tu comprends? Ben oui. Puis qui devait sourire jusqu'à ses oreilles. Mord pas à l'hameçon, tu sais. Mais il l'a fait. Vendredi, on est vulnérable. La semaine est longue. La semaine est longue. C'est comme, mais tu vois arriver ça, là, comme tellement gros. Oui. Mais c'est que ça fait... Quand même... Ça pousse à réflexion, là, parce que nos élus c'est surtout que Québec solidaire a eu une grosse semaine. Là. Oui, c'est une grosse semaine. C'est surtout ça aussi, c'est dans cette mouvance-là. Oui, Émilie Lessard-Terrien a brassé pas mal la cage en quittant, en claquant la porte. Il y a eu la lettre aussi, là, pas plus tard que 40, jeudi. 40 signataires des ex-candidats de Québec solidaire. Bref, c'est une grosse semaine, comme tu le dis, mais ce que moi, je retiens également de ce point de presse-là de Mme Labrie, c'est qu'elle n'a pas fermé officiellement la porte à une éventuelle candidature à la mairie de Sherbrooke en 2025. Parce que la mairesse actuelle de Sherbrooke, là, Evelyne Baudin, elle a déjà annoncé qu'elle n'allait pas se représenter aux élections de 2025. Puis on rappellera qu'à l'automne dernier, en octobre 2023, elle avait dû prendre une pause en raison d'un épuisement professionnel. Donc, c'est pas facile quand même, là, la vie des élus. Là. Je sais qu'on passe beaucoup de temps à parler leur augmentation de salaire, puis leurs belles conditions, puis son gras dur. Puis... Non, oui, mais c'est du gros travail, là, sincèrement. Là. C'est tout un travail pour beaucoup de personnes. Puis avec la pression actuelle aussi, là, les réseaux sociaux, les insultes, les gens qui sont pas contents, ça devient aussi difficile physiquement que mentalement, je crois. Donc, il y a 10% des élus qui ont démissionné, je pense, l'année dernière ou depuis les 12 derniers mois, quelque chose comme ça. C'est beaucoup, là. Des statistiques quand même assez alarmantes. Il en restera plus grand monde là, pour aller nous représenter. Ça, c'est sûr que... Il va falloir qu'on y aille. Ah oui? Mais non, on dit un scoop? On est-tu à la pêche? Isabelle Maréchal. C'est vendredi. Ne me posez pas de questions. Tout savoir en 24 minutes. Ne jamais dire jamais. Ne jamais dire jamais. Ouais, je te verrais nettoyer la ville de Montréal, Isabelle. On a tellement parlé de rats et de déchets cette semaine. Je te verrais... Tu devrais... Un bel emblème, là, une trappe à rats dans les mains comme ça, comme emblème politique, là, comme symbole de parti. Michel Gauthier, à l'époque, m'avait dit, feu chef du Bloc, m'avait dit, si tu vas un jour en politique... vas-y au fédéral. Vas-y pas au municipal. Parce qu'au municipal, tu vas gérer des égouts puis des cônes. Alors. Ah. Voilà. Et tu veux une autre citation d'un politicien qu'on aimait bien? Bien sûr. Jean Lapierre m'avait dit, en politique, on y va quand on n'a rien à prouver ou quand on a tout à prouver. Fait que donc, tu y vas jeune ou tu y vas quand ta carrière est faite. Ça, moi, j'aime bien des grandes citations de politiciens. C'est une belle citation, effectivement, du regretté Jean Lapierre, tout à fait. Revenons à cette vidéo qui a fait le tour du web là, de 7 enfants, 4 ans, qui a été happé de plein fouet par une cycliste là, jeudi matin cette semaine dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal parce que le service de police de la Ville de Montréal a annoncé aujourd'hui officiellement avoir ouvert une enquête autour de cet événement-là. Heureusement, je rappelle, la fillette n'a pas été gravement blessée, même si sa mère parle d'un traumatisme. Là. Elle est traumatisée par cet événement-là, la petite cocotte. Sinon, semble-t-il qu'elle s'en soit bien tirée. Mais là, ce qu'on veut essayer de comprendre et de déterminer du côté de la police, c'est si la cycliste, pour l'instant, c'est même pas clair. Oui, mais ça a l'air que c'est une cycliste, mais peu importe. Eux parlent d'une cycliste. La vidéo semblait montrer une cycliste, mais ne sommes-nous jamais vraiment certains. Et on veut continuer à élucider exactement. Ouais, on revoit les images. Écoute, moi, ça me... Ah, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur à voir. Ça. Il y avait le témoignage de la mère, justement, de la fillette qui disait que la petite fille était traumatisée. Oui. Traumatisée. Mais ça a l'air que c'est pas la première fois que sur cette rue, il paraît qu'il y a d'autres enfants du quartier qui sont fait frapper par des vélos. Oui. Puis là, c'est sûr,
à la base, c'est impardonnable de ne pas s'arrêter quand il y a un autobus jaune. Hein. C'est valide aussi pour les cyclistes, pas juste pour les automobilistes qui circulent. Pas juste quand il y a un autobus. Là, c'est non, comme... c'est ça. Mais puis quand on voyait sur les images, là, il y a quelques instants, moi, je vois surtout la petite fille, elle sort de comme derrière des autos. Tu sais, la piste cyclable est comme juste l'autre côté. Fait qu'est-ce qu'on voit pas la petite fille en raison de la voiture? Mais elle voit l'autobus. Mais c'est ça. Avec les espèces de panneaux qui sont vraiment sortis, tu sais. Ouais, exact. Regarde, on le revoit, là. Ouais, elle est juste là, sur le bord du trottoir. Avance, ouais, c'est ça. L'autobus, il est visible et on voit qu'il y a quelqu'un qui sort. Il y a quelqu'un... Tu sais, il y a un autre adulte qui est là, qui s'avance. Donc... Normalement, comme cycliste, tu dois freiner en voyant. Regarde, écoute. Mais la spéculation qui a lieu aussi là, beaucoup sur le web, c'est que la cycliste, on va dire la cycliste pour la forme, soit écoutait quelque chose, soit était sur son téléphone en train de circuler. Si c'est le cas, à ce moment-là, on pourrait émettre des constats d'infraction à la cycliste en question si on réussit à prouver tout ça. Donc, la police ouvre une enquête. On verra là, s'il y aura des constats émis dans cette histoire-là. Mais c'est sûr que ça amène quand même, ça pousse, je pense, tout le monde. Plus grave que ça. Heureusement que l'enfant n'est pas plus blessé. Là. Il semble que les petites blessures mineures, c'est sûr qu'elle doit... Écoute, traumatisme est évident. Là. Ça te brasse un tout petit peu. Non, mais il rentre très fort, le vélo. Ouais, t'as peur des pistes cyclables pour un petit bout, si on peut se comprendre. En espérant quand même que ça pousse un peu tous les cyclistes montréalais à regarder. Nous faire la leçon un peu, puis nous dire, il faut faire attention. Ça nous permet de discuter de ça, puis de dire, il faut partager la route. Il faut être plus civil. Il faut prendre notre temps. Il faut avoir des yeux partout. Oui, absolument. Si c'est pas pour vous, faites-le pour les autres. Ah, mon Dieu, tellement. Économie. Je poursuis dans les nouvelles judiciaires avant de passer à l'économie, Isabelle, parce qu'on a 3 membres d'un commando de voleurs de voitures qui ont été arrêtés. Mais c'est toute une histoire parce que c'est comme certains des membres manquants d'une escouade qui a fait beaucoup jaser d'elle en raison des images qui sont elles aussi devenues virales sur les réseaux sociaux. Je rappelle, ça se passait dans l'après-midi du 7 avril dernier. Les images de l'intervention policière qui avait été filmée par un citoyen et qu'on voyait 2 policiers qui étaient honnêtement débordés, décontenancés, qui essayaient là, d'intercepter à pied. On peut revoir les images. Essaie d'intercepter à pied des voleurs de véhicules. En plein jour à Montréal. Ben oui, un vol de véhicule en plein jour à Montréal. La loi et l'ordre. Ben oui, puis il manque juste la musique. Exactement. Il manque juste la musique, celle-là ou celle de Fast and Furious, quasiment. Alors que les animateurs chantent ici, il manquait ma collaboration. Oui, exact. Voilà, c'était Isabelle Maréchal. Ne quittez pas la chanson. C'était pas ma meilleure. M'en me reprendre, vous inquiétez pas. M'en revenez. Écoute, dans ces images-là, on voyait vraiment les voleurs là, qui se faisaient courir à pied par les policiers. Une BMW noire, entre autres, là, qui se met à faire des manœuvres épouvantables pour essayer d'échapper à la police. Des manœuvres, quand je dis épouvantables, tellement dangereuses. Circulent notamment à reculons directement sur le trottoir de la rue. Là. Ensuite, se retourne à l'envers dans un sens inverse. Et là, 4 jours après cet événement-là, il y a 2 suspects qui avaient été arrêtés à bord de la BMW noire sur l'autoroute 440. Intervention policière spectaculaire, là, d'ailleurs, sur l'autoroute. Mais on a procédé à 3 autres arrestations supplémentaires dans le même dossier parce que c'était un commando complet, c'est ce qu'on comprend, de voleurs qui prenaient plusieurs véhicules en même temps dans le centre-ville. Et tu l'as dit, en plein jour, Isabelle. C'est fou, ils sont là. Plus gênés. Opération concertée. Et là, il y a 4 véhicules suspects quand les policiers sont intervenus, 4 qui essayaient d'échapper. Là, on voyait, la BMW noire, les gars ont été arrêtés, mais il y en avait 3 autres de ces véhicules-là qui partaient dans tous les côtés, puis c'est des véhicules qu'on croit évidemment volés. Direction Vieux-Port de Montréal? Direction Container? Fort probablement, ça ou l'Ontario, Isabelle, un de ces 2 endroits-là, c'est très certain. Et là, il y a même un des suspects qui avait heurté un des policiers avec son véhicule à ce moment-là dans la fuite. Et là, l'enquête a permis de traquer une de ces personnes-là, un suspect de 18 ans, Jordan Saint-Pierre, de son charmant nom, dans une résidence du centre-ville de Montréal. Tiens, qu'est-ce qu'ils ont trouvé chez lui aussi? Des outils qui servent à cambrioler, des véhicules. 2 autres suspects le 8 mai dernier, eux dans un établissement là, de l'arrondissement d'Outremont. Et là, on l'arrête là-bas. Tout savoir en 24 minutes. C'est le GTI, le groupe tactique d'intervention, qui est venu procéder à l'arrestation. Donc, on se comprend que les 2 jeunes, 25 et 20 ans dans cette histoire-là, un qui s'appelle Honoris Joseph, l'autre qui n'a pas encore comparu, donc on ne connaît pas encore son identité. Ils ont dû faire le saut, hein, quand le GTI débarque chez vous...
ça fesse, hein, règle générale. Est-ce que c'est cette image qu'on a vue sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas si tu as vu qu'il y a une image avec le groupe d'intervention qui rentrait dans un immeuble. Ah, bien, ça se pourrait fort bien que ce soit ça. Isabelle, ils n'interviennent pas nécessairement tous les jours. Là. Puis ça se pourrait fort bien que ce soit là. Ouais. Puis tiens, qu'est-ce qu'on retrouve encore chez eux? Matériel servant à cambrioler des véhicules. Donc, c'est beaucoup de chefs d'accusation qui tombent sur ces jeunes hommes-là. Vol de véhicules, recel, fuite, conduite dangereuse. Et aussi, il y en a un d'entre eux, celui, entre autres, qui conduisait le véhicule qui a frappé un policier. Mais lui, c'est chef d'accusation d'agression armée, non-respect de conditions également qui s'ajoute. Donc oui, il y a beaucoup de vols de véhicules à Montréal, mais la bonne nouvelle, Isabelle, c'est que parfois, on réussit à en pincer. Tout savoir en 24 minutes. Ce matin, Isabelle, j'ai fait une entrevue alors que je remplaçais Alexandre Dubé à l'animation. Entrevue avec notre collègue Anne-Sophie Poiré qui a écrit tout un dossier pour le 24 heures, le journal. Je ne sais pas si tu as eu le temps de voir ça, le lait maternel le trafic qu'on peut en faire. J'ai failli t'en parler ce matin avec Benoît dans notre rencontre. Écoute, il y avait tellement de sujets. Elle est venue me raconter. C'est incroyable, ça. Elle est venue me raconter, puis je t'explique pour nos auditeurs qui n'ont pas eu l'occasion d'aller entendre cette entrevue ou encore lire le dossier dans le journal Le 24 heures. Il n'est pas trop tard, faites-le. Mais elle a entendu parler de cette espèce de pratique que certaines personnes, on va les appeler des gym bros, des gars de gym, qui veulent boire du lait maternel parce que selon eux, ça donnerait toutes sortes de protéines, d'anticorps, de l'énergie là, quand tu consommes ça. Puis comme c'est fait pour qu'un bébé prenne de la masse, mais toi aussi, gros gars de 6 pieds 2, tu vas prendre de la masse. J'ai lu effectivement l'article de cette journaliste et il y en a même un gars qui disait que lui, il avait pas été allaité par sa maman, puis qu'il voulait, son rêve, c'était de goûter à du lait maternel. Ouais, moi, j'ai envie de dire, faut consulter. Là, exact. Parce que Anne-Sophie Poiré, elle a décidé de mettre une fausse annonce. C'est du lait maternel d'une de ses amies, mais c'est elle qui se fait passer pour la donneuse de lait, la femme ayant tout juste accouché. Et là, surprise, il y a juste une femme qui essaie d'acheter du lait maternel. C'est illégal, soit dit en passant, de faire tout ça. C'est bon de le mentionner quand même. Mais c'est juste... Tout le reste, c'est des hommes qui lui écrivent. Oui, il y en a que c'est pour l'exercice physique, mais il y a cet homme, justement, dégueulasse qui dit « Je te donne 200$ pour venir têter ton sein pendant 15 minutes parce que je n'ai jamais goûté à du lait maternel. » Je suis épuisée des fois. Moi aussi. J'étais dans un tel état. C'est quoi ça? Tu sais que c'est un mème sur Internet. C'est un mème, là, tu parlais de thérapie. C'est un mème sur Internet, ça dit « Les hommes préfèrent faire... X affaires que d'aller en thérapie, par exemple. C'est tout le temps comme des comportements un peu gnochons que des gars vont préférer faire. Là, les gars préfèrent acheter du lait maternel sur Internet que d'aller en thérapie. Les boys, faites quelque chose. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Tu sais qu'il y a eu la mode il y a très longtemps, là, je ne sais pas si ça court encore, mais la mode, c'était de manger ton placenta quand tu avais accouché. Tu sais, t'enquêtes dans... Ouais. Alors, c'était ça. Je sais pas si c'est encore... une omelette avec, puis... une bonne omelette, hein? Ouais. Là, tu arroses ça, tu as un petit verre de jus maternel en même temps. Mettons, t'es circoncis à naissance, tu le gardes-tu pour te faire un petit bacon, écoute, quelque chose? Là, tu vois, on a trop d'images. Oui. Là, tu vois, c'est le moment qu'il faut qu'on arrête, hein? Oui, c'est ça. On passe ça à d'autres choses. Tout savoir en 24 minutes. Rapidement, Isabelle, ce soir, ça pourrait être, tout comme le reste de l'été, une très belle soirée pour observer, attention, des aurores boréales. Oui. Mais jusqu'ici, dans le sud du Québec, jusqu'à Montréal, si vous avez un peu de chance, c'est sûr, la pollution lumineuse rend ça plus difficile. Puis il y en a beaucoup. Mais si vous sortez un tout petit peu de la ville, que vous êtes moins énervant dans un endroit qui peut être un peu moins éclairé, mais vous pourriez voir des aurores boréales. Là, vous allez me dire, d'habitude, c'est juste dans le nord du Québec. Oui, d'habitude, mais il se trouve que ce soir, jusqu'à demain, on va expérimenter une tempête solaire particulièrement majeure sur le Québec. Mm-hmm. Donc, c'est l'activité solaire, hein, c'est des déjections de soleil. À certains moments, là, c'est un cycle. On a de ces éruptions, de la masse coronale de l'intérieur du Soleil qui est projeté vers notre planète, heureusement. On a notre champ électromagnétique qui protège la Terre et en frappant les hautes atmosphères de la planète, ces particules de gaz-là vont arriver jusqu'ici et c'est ce qui crée les aurores boréales, en règle générale. Mais quand on a comme ça une tempête solaire, ça vient frapper plus à des endroits où, règle générale, il n'y a pas de ces particules qui viennent frapper, ce qui fait en sorte qu'on pourrait voir beaucoup plus au sud, cette fois-ci, des aurores boréales. Mais attention, ça vient également avec
certains désagréments. Il y a des possibilités, entre autres, que ça vienne dérégler le GPS, l'Internet et même des pannes de courant au Québec pour comme pas de raison. En fait, c'est la tempête solaire. Wow. C'est magnifique, les aurores boréales. T'en as déjà vu? Ah, ouais. J'ai jamais eu cette chance. J'ai fait un peu de plongée, même pas mal de plongée au Québec. Et je me souviens d'une soirée, une plongée de nuit magnifique dans le bas du fleuve. Tu fais ça dans l'eau, puis c'est du plancton là, qui s'allume. On sortait, on était tout en wet et tout. Puis quand on est sorti, le ciel était violet et vert fluo. Wow. C'était, là, je te jure, là, c'est dans mon film de fin de vie. C'était magnifique. Je comprends. T'es t'entends. Juste comme... On a été estomaqués de voir l'éclipse solaire. C'est du même registre. C'est le genre d'événement là, que tu vois une fois dans ta vie. C'est magnifique. Donc, en espérant, si vous êtes chanceux, si vous avez un endroit là, assez propice, puis évidemment, plus vous êtes au nord, quand même, plus vous avez de chance. Mais tu sais, mettons, les Laurentides, là, un peu loin, éloignés de la pollution lumineuse, vous pourriez voir ça. Disons que tout l'été, on va être dans ce cycle-là. Donc, il y a des chances de voir des aurores boréales. Économie. Isabelle, es-tu une fan de la sriracha? La sauce? Oui, la sauce. Certainement. Ah, ben moi aussi. J'adore ça. J'en mets trop, d'ailleurs. J'en mets trop partout. Je suis un fan fini, inconditionnel. Je pense qu'il y en a beaucoup de ça au Québec et ailleurs dans le monde là, qui peuvent plus se passer de leur belle sauce rouge avec le capuchon vert. Ben, vous n'êtes sûrement pas sans savoir, dans ce cas-ci, qu'il y a des pénuries assez régulières de la fameuse sauce sriracha. Ben oui, c'est arrivé les dernières années, Isabelle. Ben oui. Ça m'étonne que quelqu'un qui suive autant l'épicerie comme toi n'ait pas remarqué ça, parce que vraiment des dernières années, puis surtout là, après la pandémie, il y a des grosses périodes où il n'y avait plus de cette fameuse sauce. Moi, je l'ai 2-3 tout le temps d'avance. C'est ça. Tu t'es prise d'avance. La commande Costco est bouquée. Prends ton loc parce que si tu fais trop d'abus, ça t'en prend aussi. Parce que voilà. Exactement. Mais c'est une pénurie de piment, de jalapeno rouge d'hiver qui est à l'origine de tout ça, parce que dans le nord du Mexique, on a des sécheresses qui viennent frapper puis qui empêchent la production ou qui diminuent de beaucoup ces productions-là, à un point tel où la compagnie qui fait l'original, la sauce sriracha originale, Hoi Fong Foods, qui est basée en Californie, sont obligés d'annuler des énormes commandes parce qu'ils n'ont pas assez de piment pour être capables de produire leur sauce. Mais heureusement, on a une compagnie québécoise qui en fait ici au Québec. C'est la première fois que j'entendais parler de ça. Fire Barns, qui font toutes sortes de sauces piquantes au Québec, viennent d'investir 1 million de dollars pour agrandir leur usine. Et là, vont faire quelque chose comme 20 000 bouteilles par jour de la sauce Fire Barns. Et c'est donc pour dire que ceux qui sont inquiets, comme toi et moi, d'une éventuelle pénurie puis de ne pas avoir leur sauce, il y a une sauce québécoise juste ici, qui d'ailleurs maintenant produisent au-dessus de 40% de leurs ressources là, de piment rouge au Québec. C'est en Montérégie qu'ils font ça. Donc, les piments poussent ici en serre, j'imagine? Ils commencent en serre, puis ensuite, ils les déplacent, puis ils font pousser dans un champ. Donc, ils les transplantent jusque-là. Donc, c'est intéressant de savoir qu'on fait pousser nos propres piments ici, puis que c'est pas juste au Mexique qu'on peut avoir des jalapenos rouges. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça, c'est beaucoup plus écologique. Oui, puis la pénurie est sauvée. Local, oui. Puis, tu te souviens, tu parlais de pénurie pendant la pandémie. Moutarde, les graines de moutarde, on s'est rendu compte que ça venait d'Ukraine. Il y a beaucoup de... C'est un des premiers pays producteurs de moutarde. Un deuxième ou troisième, le Canada aussi. Les provinces Manitoba, Alberta, je pense. Mais ici, il y a un gars, je ne sais pas si tu t'en souviens, qui avait acheté des stocks de graines de moutarde puis qui faisait la moutarde ici. Oui, c'est vrai. Puis il y avait une moutarde ici. Je me souviens plus de son nom, mais bref, il faut être débrouillard. Oui, puis faire pousser des trucs au Québec, exact. S'il y avait un bon côté avec les changements climatiques, c'est que oui, puis la culture en serre, moi, je comprends pas qu'on n'encourage pas plus ça. Ça commence, là. Ça commence, heureusement. Le monde. En terminant, Isabelle, aujourd'hui, à l'Assemblée générale de l'ONU, toute une résolution qui est passée avec une majorité écrasante pour juger que les Palestiniens mériteraient d'être membres à part entière de l'Organisation des Nations Unies. Ça va leur donner, là, c'est une décision qui est somme toute assez symbolique, mais qui va leur donner quand même quelques droits supplémentaires. Là. Vont pouvoir, par exemple, là, amener des motions sans devoir passer par un chaperon, si on veut, un autre État qui, lui, est membre. Mais de manière globale, ça risque pas de passer complètement. Parce que les États-Unis sont sur le Conseil de sécurité de l'ONU et le Conseil de sécurité
un seul des 5 membres peut mettre son veto puis tout tombe à l'eau. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne, si je le simplifie. Et malheureusement, les États-Unis, eux, tant qu'il n'y a pas un accord bilatéral là, entre Israël et la Palestine, refusent que la Palestine devienne un État membre à part entière, mais quand même. Donc, c'est un petit progrès. C'est surtout symbolique, mais un moment où Rafah là, se prépare à être victime de l'assaut des forces armées israéliennes qui ont promis, malgré un manque de soutien là, des autres États membres, ont décidé qu'ils allaient mener quand même l'assaut sur Rafah. Alors, ça a été, quand je dis c'est écrasant, c'est 140 voix pour, 9 seulement contre, 25 abstentions. Dans les abstentions, attention, le Canada en faisait partie. C'est donc abstenu sur ce vote-là. Oui, c'est abstenu sur ce vote-là. Donc, les Israéliens qui étaient sur place, eux, absolument furieux de cette décision-là, disent que c'est comme venir cautionner là, les assauts du 7 octobre, etc., etc. Bref, les tensions au Moyen-Orient, c'est loin d'être réglé, Isabelle, malheureusement. Ben là, est-ce que c'est tout savoir en 24 minutes, émission accomplie? C'est mission accomplie. Alex, bonne bravo. fin de semaine. Yes!